Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous propose de découvrir l'histoire d'objets anciens et mystérieux. On les connaît, on sait à peu près qui les a faits, mais ils soulèvent des questions. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Quelle a bien pu être leur fonction, qu'elle soit pratique ou symbolique? Et comment ils ont pu arriver là où on les a trouvés? Déjà, je vous parlerai des dodécaèdres romains, qu'on a trouvés en grand nombre dans différents endroits de l'Empire romain. Comme leur nom l'indique, ces dodécaèdres, ce sont des objets géométriques avec 12 faces. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ils ont été fabriqués, et les théories à leur sujet sont nombreuses. On ira ensuite en Écosse pour parler de mystérieuses boules de pierre taillées, de l'âge de pierre et de l'âge du bronze. Ensuite en Amérique centrale, au Costa Rica, pour se pencher sur des sphères de pierre de différentes tailles, certaines énormes, vieilles de plusieurs siècles. Et enfin, je vous parlerai de pièces de jeux d'échecs, les figurines de Lewis, qui sont conservées au British Museum et ont aussi été trouvées en Écosse. Le mystère, à leur propos, c'est comment elles sont arrivées là où on les a trouvées. Elles semblent venir de Norvège, mais en plus, ces figurines sont le jeu de pièces d'échecs médiéval le plus complet qui ait subsisté jusqu'à nos jours, au moins qu'on connaisse actuellement. Ce qui nous donnera l'occasion de parler un peu de l'histoire des échecs. Ça nous fait beaucoup de choses à découvrir. Alors pour commencer, si vous pouviez vous abonner, si ce n'est déjà fait, ce serait très apprécié. Ça aide cette émission à avoir de la visibilité. De mon côté, je m'engage à limiter au maximum la publicité, à ne pas vous parler de sponsors, et à rendre tous les épisodes accessibles à tous. Mais pour que ce modèle continue à fonctionner, il a besoin que vous preniez un instant pour lui attirer les faveurs de l'algorithme, en likant, en commentant, et en écoutant les épisodes jusqu'au bout, si vous en avez envie. Ensuite, adoptez une position confortable. N'hésitez pas à fermer les yeux. Vous pouvez suivre rien qu'en écoutant. Et si vous avez envie de vous endormir, laissez-vous aller. Vous pourrez toujours reprendre l'histoire une autre fois. Alors commençons avec notre premier sujet, les dodécaèdres romains. De quoi est-ce qu'il s'agit? Un dodécaèdre, c'est un objet à 12 faces, et ces dodécaèdres romains sont assez petits, de 4 à 10 cm de diamètre. Ils sont faits en bronze et creux. Chacune des 12 faces a un trou en son centre, donc 12 trous au total, de différentes tailles. Au total, le solide a 20 sommets et chacun d'entre eux porte une petite protubérance, une petite boule. Le mystère de ces objets, c'est pourquoi on les a fabriqués. Il n'était pas facile à faire avec ces faces géométriques très ajustées. Chaque face a 5 côtés, mais il ne semble pas avoir une fonction identifiable. Les premiers dodécaèdres ont été déterrés dans des fouilles au XVIIIe siècle, et depuis, plus d'une centaine a été trouvée. On en dénombre environ 130 qui sont aujourd'hui dans différents musées et collections. On les a trouvés éparpillés notamment en Europe de l'Ouest, mais surtout au nord-ouest de ce qu'était l'Empire romain, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, jusqu'en Hongrie.
et compte tenu des sites et des couches de terrain dans lesquelles on les a trouvés, on a pu les dater du IIe au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire plutôt dans les derniers siècles, la phase tardive de l'Empire romain. Ils ont été retrouvés en général en bon état, parce que le bronze, c'est-à-dire un alliage à base de cuivre, résiste assez bien au passage du temps. Mais dès que les premiers dodécaèdres sont apparus, la question de savoir à quoi ils servaient s'est posée, et elle reste aujourd'hui encore sans réponse définitive, ce qui est d'autant plus étrange que c'est inhabituel. En général, les objets romains ont des fonctions assez évidentes. Mais pour ces dodécaèdres, on n'en a trouvé aucune mention dans les textes de l'époque, ce qui suggère qu'ils n'étaient peut-être pas si importants. Ceci dit, ça nous laisse sans indice à leur sujet. On ne peut que faire des hypothèses. Alors, quelles sont-elles, ces hypothèses? Une première, ce serait que ce soit des petits outils pour tricoter, ce qu'on appelle un tricotin, un outil qui, sous sa forme moderne, sert pour tricoter en forme de tube. Ce qui y fait penser, ce sont ces petites boules placées sur les sommets du solide. Elles auraient pu servir à retenir des fils, alors que les trous dans les faces auraient pu servir à faire passer des fils. Conceptuellement, ça paraît possible, mais personne n'a jamais trouvé comment s'en servir de cette manière. Et il y a d'autres objections à cette hypothèse. Les tricotins les plus anciens, attestés dans l'histoire, si on laisse de côté ces dodécaèdres, datent de bien plus tard, ils sont plus récents, du XVIe siècle. Et on n'a aucune trace de ce type d'outil chez les Romains ou dans l'Antiquité en général. Un deuxième problème, c'est qu'il serait assez bizarre qu'un outil à tricoter ait été réalisé en bronze. Le bronze était assez répandu à l'époque romaine, mais comme tous les métaux, il coûtait relativement cher, bien plus cher que du bois, et il est plus difficile à travailler. En fait, en comparaison, le bois aurait eu tous les avantages pour fabriquer un outil de ce type. Bon marché, facile à tailler, plus léger à manipuler, et largement assez résistant pour tricoter. Donc c'est une hypothèse qu'on aurait plutôt envie d'écarter. Une deuxième hypothèse, c'est qu'ils auraient pu être des armes, soit servir de projectiles, ou utilisés comme poids au bout d'une chaîne ou d'une corde. Là aussi, ça résiste difficilement à l'analyse, parce que les dodécaèdres sont creux, et donc assez légers, et ils apparaissent trop petits pour avoir été au bout d'une sorte de fléau d'arme. Vous vous souvenez qu'ils font de 4 à 10 cm. Et s'il s'agissait d'une arme, pourquoi s'ennuyer à en faire des objets à 12 faces, ou percer des trous dans les faces? Donc probablement pas une très bonne explication non plus. Troisième hypothèse, ça aurait pu être des objets de culte, des objets religieux, ce qui expliquerait leur absence de fonction pratique, et en même temps leur complexité relative, et une préoccupation qui paraît avoir été aussi esthétique. C'est une possibilité, même si dans ce cas il serait un peu étonnant qu'il n'ait jamais été mentionné dans des textes. Étonnant, mais pas impossible. Dans l'Empire romain, à cette époque, de nombreux cultes existent, certains assez secrets, comme par exemple celui de Mithra. Je vous en parlerai bientôt dans un épisode sur des dieux oubliés. Souvent, on en sait très peu sur ces cultes, leurs pratiques ou leurs croyances. Donc on ne peut pas exclure cette hypothèse. Ce qui va un peu dans son sens,
c'est qu'on a trouvé les dodécaèdres surtout dans des régions anciennement celtiques de l'Empire romain. En France avec les Gaulois, en Grande-Bretagne, au Benelux, en Allemagne ou en Hongrie, des peuples germaniques avaient supplanté les Celtes à l'époque où les dodécaèdres ont été fabriqués. Mais ces régions avaient été celtiques avant. Alors peut-être qu'il a existé un culte apparu dans ces sociétés romaines qui avaient un passé celtique, en Gaule ou en Grande-Bretagne romaine, qui expliquerait qu'on ait trouvé les dodécaèdres en Europe occidentale et centrale, et pas du tout au Moyen-Orient, en Grèce, en Italie, en Espagne ou en Afrique du Nord. Si les dodécaèdres ont été des objets religieux, on peut leur imaginer une fonction symbolique, peut-être liée au fait qu'ils aient 12 faces, ou qu'ils aient été des objets de divination, en les lançant comme on lancerait un dé à 12 faces pour obtenir des messages. Mais ça reste purement spéculatif, c'est possible, sans être démontré. Hypothèse numéro 4, et si c'était tout simplement des objets décoratifs, ou des morceaux de jouets pour enfants. Que ce soit des pièces de jouets, c'est difficile à croire, parce qu'on connaît des jouets romains, et rien ne ressemble à ça. Et là encore, le fait que ce soit en métal serait surprenant. On a trouvé les dodécaèdres que dans certaines régions, pas du tout dans d'autres. Si des jouets avec du métal ont existé, on s'attendrait à les trouver dans la région la plus riche de l'Empire, c'est-à-dire plutôt en Italie. Donc probablement pas des jouets. Des objets décoratifs, ça paraît difficile aussi à imaginer. Les Romains ont produit beaucoup d'objets décoratifs, mais c'était toujours des objets avec une fonction définie. Des vases, des lampes, des assiettes, des bijoux, des meubles, des sculptures. Ils produisaient aussi beaucoup de décorations murales, comme des fresques et des mosaïques qu'on a retrouvées sur les sols. Mais ils ne faisaient pas dans l'art décoratif abstrait. On n'a pas d'exemple d'objets décoratifs romains qui ne servent pas en même temps une fonction bien identifiée, ou qui n'aient pas une signification symbolique particulière. Produire des objets décoratifs abstraits, faits uniquement pour décorer, comme des sphères ou des solides géométriques, ça c'est une caractéristique des temps modernes. Même quand elles produisaient de grandes quantités d'ornementation, les cultures anciennes le faisaient pour les appliquer à des objets dotés d'une fonction identifiable, comme des meubles, des lampes ou des horloges. Donc imaginez les Romains produisant ces dodécaèdres comme œuvres abstraites. C'est là encore pas complètement impossible, mais ça paraît assez tiré par les cheveux. Alors continuons. Hypothèse numéro 5. Et si c'était des outils de mesure? Les trous dans les faces sont de différentes tailles. Alors peut-être qu'ils servaient à y emboîter une poignée ou un bâton, et qu'ils auraient été un outil pour des géomètres. Mais on ne trouve pas d'inscription sur les dodécaèdres, ce qui aurait sans doute été le cas dans cette hypothèse, si on s'en servait pour mesurer des distances. De manière générale d'ailleurs, ce qui va plutôt à l'encontre de l'idée que les dodécaèdres aient été des outils ou des objets de la vie courante, c'est qu'on les a trouvés parfois conservés avec des pièces de monnaie. Pas tous, mais régulièrement. Donc il semble que si on les gardait avec des réserves monétaires, c'est qu'ils devaient avoir une certaine valeur. Ou alors on s'est demandé s'ils ne servaient pas à vérifier le calibre des pièces de monnaie, avec les trous de tailles différentes dans chaque face. Ceci dit, là encore, ça paraît difficile à croire, parce que pourquoi s'ennuyer à faire un objet à 12 faces, avec ses boules au sommet,
quand il aurait été possible de simplement percer des trous de différents diamètres sur une seule plaque. Ça nous amène à une 7e explication possible, que personnellement je trouve un peu plus convaincante que les autres, même si elle n'est pas prouvée non plus. Les dodécaèdres pourraient avoir été des objets volontairement compliqués à faire, une sorte d'épreuve pour des forgerons, afin qu'ils démontrent leur talent, leur savoir-faire. À cette période, du IIe au IVe siècle, la société urbaine dans l'Empire romain est structurée par des associations, des sortes de guildes appelées des collegia, collegium au singulier. Ces organisations pouvaient regrouper des membres d'une même profession, mais pas seulement. Elles étaient aussi comme des clubs sociaux ou religieux, dont les membres partageaient un intérêt ou un but commun. Ça pouvait concerner beaucoup d'aspects de la vie urbaine, les pratiques religieuses, les activités politiques, ou les membres d'une même profession. Dans une ville assez grande, on trouvait beaucoup de collégiats différents qui permettaient à leurs membres de socialiser régulièrement, de s'organiser pour faire avancer leurs intérêts, et dans le cas des professions, sans doute de réguler la concurrence en se mettant d'accord sur les prix. Ce type de guilde n'était sans doute pas très favorable aux consommateurs, mais elle lui offrait quand même une certaine garantie. Un artisan, membre d'un collégium professionnel, devait respecter certains standards de qualité et d'expertise fixés par le collégium pour pouvoir y rentrer. Et c'est là qu'on en revient aux dodécaèdres. Dans certaines provinces de l'Empire romain, il aurait pu être une sorte de test demandé par le collégium pour y entrer ou y acquérir un statut plus élevé. Un peu un ancêtre de l'œuvre que les artisans qualifiés produisent pour être certifiés comme tels à la fin de leur formation. Un objet compliqué à faire, correspondant à une liste de spécifications, pas utile pour lui-même, mais servant de preuve, de démonstration du savoir-faire de son fabricant. Et une fois que l'objet a été fait, il sert de preuve qu'on peut montrer au client, comme un trophée et une garantie de savoir-faire. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi les dodécaèdres apparaissent à la fois compliqués à faire et inutiles. Ils étaient complexes, il fallait sculpter ces 12 faces pentagonales avec des dimensions strictement exactes. Si une seule était différente, l'objet serait déséquilibré. Et donc sa réalisation faisait appel à des compétences de grande précision. Pour fabriquer un modèle, fondre le métal, lui donner forme, un débutant n'y arriverait jamais. C'est la preuve d'un certain accomplissement pour le forgeron qui y parvient. En d'autres termes, le dodécaèdre pourrait être un trophée, la preuve tangible des talents d'artisan de son fabricant, expliquant par là même pourquoi on en a retrouvé un certain nombre avec des objets précieux, des pièces de monnaie. Ça reste une hypothèse qui n'est pas étayée par autre chose qu'un raisonnement, et donc à ce jour, on ne peut toujours pas trancher sur la fonction, le sens exact de ces objets. Notre deuxième groupe d'objets va nous emmener en Écosse, là où la majorité d'entre eux ont été trouvés. De mystérieuses pétrosphères, c'est-à-dire tout simplement des boules de pierre façonnées par l'homme. Ces boules ne sont pas uniquement écossaises. On en a trouvé quelques-unes en Angleterre et en Irlande, mais la majorité l'ont été dans le nord-est de l'Écosse. On en connaît plus de 400, et à l'occasion de fouilles, d'autres sont déterrées
régulièrement, ce qui suggère qu'à une époque, elles étaient sans doute assez abondantes, au moins des milliers. Mais à quelle époque exactement? Elles sont datées d'une période relativement longue, de la fin du Néolithique, il y a plus de 5000 ans, jusqu'au moins vers la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire une plage de temps de plus de 2000 ans. À quoi ressemblent ces pétrosphères exactement? La plupart sont rondes, certaines un peu plus ovoïdes, et leur apparence va de complètement lisse à couverte de protubérances. Il y en a souvent 6 par boule, mais parfois c'est moins, et on en a trouvé aussi avec beaucoup plus, jusqu'à 160 protubérances. Elles ont été taillées dans différents types de roches, et leur taille varie aussi. La majorité ont à peu près la taille d'une balle de tennis, environ 7 cm de diamètre. Quelques-unes sont plus grosses. Certaines sont lisses, mais beaucoup ont été décorées avec des lignes gravées qui forment des cercles, des spirales, ou parfois des motifs avec des lignes droites. Donc ce sont des objets fabriqués sur une longue période, de taille et d'apparence différentes, mais qui forment clairement un groupe. Elles viennent toutes d'une même région du monde, et on ne leur connaît pas d'équivalent direct ailleurs. Elles sont bien plus anciennes que les dodécaèdres romains, au moins 1000 ans plus anciennes, mais leur mystère est du même ordre. Pourquoi est-ce qu'elles existent? Quelle était ou quelles étaient leurs fonctions? Là aussi, il y a plusieurs possibilités, et elles nous emmènent toutes vers la fin de la préhistoire. Déjà, qui a bien pu façonner ces boules de pierre? Avant la conquête romaine, toute la Grande-Bretagne jusqu'au nord de l'Écosse était celtique. Les premiers Celtes arrivent en Grande-Bretagne au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et la migration celte continue au cours du 1er millénaire, pendant l'âge du fer. Mais avant les Celtes, la Grande-Bretagne était déjà peuplée par des habitants qui ont laissé des traces, à commencer par les sites mégalithiques comme Stonehenge. On est loin de tout savoir sur cette population pré-celtique, mais on a beaucoup de vestiges de culture des 2e, 3e et 4e millénaires avant Jésus-Christ. Notamment ce qu'on appelle la culture campaniforme, une culture historique connue pour les formes et les motifs décoratifs qu'elle appliquait à ses poteries. C'est de là que vient leur nom, campaniforme, en forme de cloche. Cette culture campaniforme a vécu dans des régions tempérées en Europe, et pas seulement en Grande-Bretagne. En France, on a trouvé ces traces presque partout, en Bretagne et sur la façade atlantique, dans le sud-est, près des côtes méditerranéennes, dans le bassin parisien, dans l'est. Les vestiges de cette culture sont centrés sur le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Encore avant que cette culture n'émerge, on sait aussi que des groupes d'hommes préhistoriques ont vécu en Europe continentale et en Grande-Bretagne pendant des milliers d'années. Dans un épisode précédent, celui sur Stonehenge, je vous en ai parlé, et aussi de Skarabré, ce village de pierre découvert au nord de l'Écosse qui est encore antérieur à la culture campaniforme. D'ailleurs, certaines des boules de pierre taillées ont été trouvées à Skarabré. Donc cette pratique de fabriquer ces pétrosphères commence avant la culture campaniforme, elle se poursuit sous cette culture, et les dernières sont fabriquées plutôt à l'époque celtique, si bien qu'on peine à les attribuer à une culture spécifique. Soit elles relèvent d'une culture qui a perduré en parallèle des migrations arrivées en Grande-Bretagne, soit la production de ces boules a été passée d'une culture à l'autre. Elles ont continué à être produites
au-delà des évolutions culturelles. Mais quelle pouvait bien être leur fonction? Est-ce qu'elles avaient une raison d'être pratique ou un rôle plus symbolique, décoratif ou cérémoniel? On peut imaginer beaucoup de choses. Par exemple, qu'elles aient été comme ces bâtons qui circulent dans un groupe, qui discutent. Celui qui a le bâton, ou en l'occurrence la boule de pierre, aurait la parole. Et on se la passerait de main en main pour pouvoir s'exprimer. Ça ferait beaucoup d'efforts pour fabriquer une alternative à un bout de bois ou à une pierre quelconque, mais pourquoi pas? Autre supposition qu'on peut faire, comme pour les dodécaèdres, ça pourrait être des instruments de divination. On les aurait fait rouler et un message serait sorti de leur position. Mais on peut aussi imaginer quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ça aurait pu être des armes ou des projectiles. Ces protubérances ou ces lignes gravées auraient pu permettre de les attacher avec des lanières de cuir, par exemple, pour en faire ce qu'on appelle des bolas. Les bolas, c'est un type d'objet, d'arme, qu'on lance avec des poids reliés par une corde, un cordon. Notamment, ça peut servir à capturer des animaux, parce que la corde lestée par les poids va s'enrouler autour de leurs pattes. C'est une hypothèse crédible dans la mesure où la taille et le poids des boules de pierre apparaissent adaptés à cet usage. Mais ce qui soulève un doute, c'est que les signes d'une utilisation ancienne de bolas ont été trouvés surtout en Amérique, pas en Grande-Bretagne. Et aussi, si c'était des armes, pourquoi un tel soin apporté à leur polissage et leur décoration? On a une grande quantité d'armes, d'outils et d'objets de la même période, et ils ne sont généralement pas décorés du tout de cette manière. Malgré tout, si on suppose qu'ils aient pu être des poids, en dehors des bolas, ils auraient aussi pu servir à lester des filets de pêche, pour les faire descendre dans l'eau, ou comme poids pour des métiers à tisser. Les filets de pêche et les métiers à tisser sont très communs à l'âge du bronze. Ce qui empêche d'y croire complètement, c'est le soin apporté à leur réalisation, alors que de simples pierres auraient aussi bien pu faire le même travail. Cette décoration recherchée, et le fait que beaucoup de boules apparaissent à peu près standardisées, en taille, amène à s'interroger sur un usage plus important ou plus prestigieux, quelque chose d'officiel, de religieux, ou qui reflète le statut social de leur propriétaire. Une hypothèse de ce type qui a été avancée, c'est qu'elles auraient pu faire partie d'un système de poids et de mesure, comme des poids qu'on aurait utilisés pour peser des choses. L'idée vient de ce calibrage apparent de leur taille. Mais là où ça bute sur un problème, c'est que les types de roches utilisés pour fabriquer les pétrosphères sont différents. Donc le poids des boules est différent aussi. Certaines apparaissent effectivement calibrées par leur taille, mais ça n'est pas du tout le cas de leur poids. Alors peut-être que c'est quelque chose de plus simple. Pourquoi pas un jeu de type pétanque ou un jeu de lancer le plus loin possible. Ce qui expliquerait le besoin de fabriquer des jeux de boules de pierre avec plusieurs boules de même taille, mais différenciables par leur motif décoratif. Encore une dernière hypothèse, et si elles avaient servi de mécanisme de roulement pour transporter des pierres plus grosses? On a trouvé beaucoup de pétrosphères à proximité de sites mégalithiques. Ces grandes pierres très lourdes, souvent arrangées en cercle, qui sont typiques de la fin du néolithique en Europe de l'Ouest. Ces grandes pierres pouvaient venir de loin. On ne sait pas toujours exactement comment elles étaient déplacées depuis leur carrière. Il y a plusieurs méthodes possibles.
qui vont de les placer sur des traîneaux à les faire rouler sur des rondins de bois, ou pourquoi pas les faire rouler sur ces pétrosphères, éventuellement alignés dans un rondin creux pour former une sorte de patin. Avec 2 patins, 2 roulements à billes de ce type, on aurait pu déplacer une grosse pierre. Là aussi, pas de preuve, mais c'est une possibilité, même si on voit mal l'intérêt des protubérances et des décorations sur les boules dans ce cas. Ça paraîtrait plutôt inutile ou contre-productif. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les pétrosphères écossaises conservent tout leur mystère. On n'a pas la moindre idée de pourquoi, au fil des siècles et sur plusieurs milliers d'années, les gens qui les ont taillées se sont donné cette peine. Le groupe d'objets suivant va nous emmener en Amérique centrale, plus précisément au Costa Rica. Il y a presque un siècle, alors que des parcelles de forêt étaient débroussaillées pour y installer des plantations de bananiers, de grandes pierres ont été trouvées à moitié ou complètement enterrées. On ne les avait jamais remarquées avant, parce que vues du ciel, elles étaient complètement cachées par la végétation. Ces pierres n'étaient de toute évidence pas naturelles. Elles étaient parfaitement sphériques, certaines très polies et lisses, d'autres plus brutes, et de tailles très différentes, de quelques centimètres de diamètre jusqu'à 2 mètres pour un poids de 15 tonnes. Les ouvriers qui nettoyaient la végétation ne le savaient pas encore, mais ils étaient tombés sur des vestiges d'une ancienne culture, des vestiges présents depuis longtemps avant l'arrivée des conquistadors espagnols, qui avaient passé des siècles cachés dans la jungle, attendant d'être redécouverts. Ces grosses sphères de pierre sont taillées dans différentes roches, certaines volcaniques comme le basalte, d'autres sédimentaires comme du grès. Les sphères peuvent être très lourdes et elles semblent avoir été taillées dans des rochers qui ont été frappés avec d'autres roches plus dures, servant d'outils pour leur donner une forme ronde avant d'avoir été polies avec du sable. Une carrière d'où avaient été extraites ces boules a ensuite été trouvée à plusieurs kilomètres. On le sait parce que dans cette carrière se trouvent encore des sphères non terminées. Au total, plus de 300 de ces pétrosphères costaricaines ont été identifiées. Mais qui les a faites et pourquoi? À la question de qui, pour le coup, on a une réponse assez précise. Ces sphères sont attribuées à une culture éteinte, la culture d'Iquique. Quand on pense aux civilisations et aux peuples mésoaméricains, des noms comme les Aztèques, les Toltèques ou les Mayas viennent en priorité à l'esprit. Ou en Amérique du Sud, très loin au sud, les Incas. Mais à l'époque de la conquête espagnole, toute l'Amérique centrale et du Sud a déjà été peuplée depuis des milliers d'années. Et dans les siècles qui précèdent l'arrivée des Espagnols, la culture dominante dans l'espace entre Panama et le Costa Rica, c'est la culture dite de Veraguas, appelée aussi culture Chiriqui. Des termes peu connus, parce que cette culture précolombienne n'a pas laissé de grandes ruines ni de documents écrits. Mais elle a quand même été remarquée pour la qualité de son artisanat, en particulier à partir d'or. Cette culture s'éteint au XVIe siècle, et l'archéologie date ses débuts de 8 siècles plus tôt, vers 700 après Jésus-Christ. Les Tiquis qui vivaient au Costa Rica relevaient de cette ère culturelle de Veraguas. Ils en étaient la variante locale, vivant dans ce qui deviendrait plus tard le Costa Rica. Il est difficile de dater précisément les sphères de pierre, parce que la méthode principale pour dater des objets entièrement en pierre
c'est ce qu'on appelle la stratigraphie, l'observation des couches de sédiments. C'est comme ça, par exemple, que les pétrosphères écossaises ont pu être datées. Mais quand il s'agit de grands blocs qui ont été déplacés et retrouvés à moitié ou complètement enterrés, et que la culture qui les a taillés et déplacés a disparu, ça ne laisse pas grand-chose sur lequel travailler. Donc elles ont été datées à partir de leur environnement, parce que le site où on les a trouvées s'est avéré avoir été aussi un lieu de peuplement permanent, probablement un village ou une petite ville, dans les ruines de laquelle on a retrouvé aussi un cimetière, des mottes artificielles et des restes d'architecture en bois, des vestiges qui sont datables à partir d'autres approches comme le carbone 14. Sur ces bases, il apparaît que les plus anciennes sphères pourraient avoir été là depuis le 7e siècle, mais que la majorité aurait été amenée et taillée après l'an 1000. Après le déclin et la disparition des derniers représentants de la culture d'Iquiss, les sites où ils avaient vécu ont été complètement oubliés et submergés par la jungle, un peu comme ce qui était arrivé aux villes mayas des siècles plus tôt, à des centaines de kilomètres plus au nord. Donc, sans information sur les intentions des Dikis avec ces sphères de pierre, on ne peut qu'essayer de discerner ce qu'elles signifiaient pour eux. Pourquoi cet effort important pour les fabriquer et les rassembler? Parce que clairement, elles n'étaient pas d'utilité pratique vu leur taille. Donc on peut éliminer cette possibilité. On ne pouvait rien faire avec, donc leur signification devait être symbolique, esthétique ou religieuse. Un problème pour l'interprétation, c'est que malheureusement certaines sphères ont été déplacées au moment de leur découverte, donc on n'est plus sûr de leur positionnement exact sur le site, tel qu'il était à l'époque où il était habité. Et ce positionnement pourrait bien avoir eu un sens pour les Dikis. Une explication possible qui a été avancée, c'est qu'ils auraient essayé de répliquer sur Terre, dans leur monde ou leur plan d'existence, ce qu'ils voyaient dans les cieux. Dans différentes cultures précolombiennes, en Amérique centrale et du Nord, il est possible que la volonté de connecter la Terre et le ciel ait été une source d'inspiration dans l'architecture. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur les cités mayas. Il semble qu'il y ait eu le projet de répliquer dans les bâtiments et l'urbanisme le monde idéal qui semblait exister dans le ciel. Dans cette hypothèse, les sphères pourraient avoir représenté des constellations avec des étoiles de différentes tailles et aussi d'autres corps célestes, par exemple différents aspects du Soleil et de la Lune. Les phases de la Lune pourraient avoir été représentées en enterrant plus ou moins certaines sphères. En plus d'avoir été une installation symbolisant la voûte céleste et ses corps à l'échelle d'un village, cette collection de sphères pourrait avoir aussi indiqué l'entrée de maisons et de bâtiments publics, avec des tailles variables qui auraient pu refléter le statut de ceux qui vivaient à proximité. C'est séduisant comme hypothèse, mais difficile à prouver, parce qu'en réalité on ne sait quasiment rien de l'organisation sociale et de la cosmovision des Dikis. Donc ça reste hypothétique. Et comme les sphères conservent cette grande part de mystère, un certain nombre de légendes modernes ont eu tendance à se répandre à leur sujet. Par exemple, qu'elles seraient d'une rondeur totalement parfaite. C'est un peu comme pour la grande pyramide de Gizeh, en Égypte. On entend encore qu'elle serait parfaitement ajustée,
selon des standards de précision inaccessibles aux Égyptiens de l'époque de sa construction. En fait, dans les deux cas, c'est simplement faux. Ce sont des mythes modernes. Les sphères du Costa Rica sont bien faites, elles ont l'air bien rondes, mais il y a quand même des imprécisions de plusieurs centimètres sur les plus grandes. Donc ça ne sont pas des sphères parfaites. Ces imprécisions confirment bien qu'elles ont été taillées à la main, avec des outils assez rudimentaires, aussi bien pour marteler la pierre que pour les mesurer. En tout cas, elles sont devenues un symbole national au Costa Rica et une source d'inspiration pour les artistes, notamment des sculpteurs contemporains. Maintenant, retournons en Écosse pour notre dernière série d'objets. Ceux-là ne sont pas en bronze ni en pierre, mais en ivoire de morse, le matériau dont sont faits les défenses des morses. En 1831, sur l'île de Lewis, qui fait partie de l'archipel des Hébrides, au large de la côte ouest de l'Écosse, donc en 1831, on a découvert une cachette qui contenait 94 objets, dont plus d'une douzaine de pions pour des jeux de plateau comme les dames, et aussi 78 pièces d'échecs. Un jeu d'échecs complet contient 2 fois 16 pièces, 32 au total, et on en a trouvé 78, qui appartenaient donc de toute évidence à plusieurs jeux. Comme leur style était assez proche, on n'a jamais su si la cachette contenait au moins un jeu complet ou si c'était toutes des pièces dépareillées. En étudiant les différences entre les pions, il a été supposé qu'il pourrait y avoir un mélange de pièces appartenant à jusqu'à 5 jeux différents. À part les pions d'échecs qui sont au nombre de 19, la majorité des pièces sont plus puissantes. Il y a 8 rois, 8 reines, 16 fous, 15 cavaliers et 13 tours. Au moment de la découverte, on saisit qu'il s'agit d'un trésor archéologique. Mais même à l'époque où ces pièces d'échecs ont été fabriquées, elles étaient déjà d'une grande valeur. À partir de l'ivoire utilisé et du style des pièces, on a pu estimer qu'elles étaient d'origine médiévale, vers la fin du XIIe siècle ou le début du XIIIe, et qu'elles venaient sans doute de Norvège. Déjà parce que des figurines taillées d'un style similaire étaient fabriquées dans la ville de Trondheim, sur la côte norvégienne, mais surtout en raison des pièces elles-mêmes. Les tours ne sont pas des petits châteaux ou des tours, comme on y est habitué, mais des guerriers, précisément des berserkers scandinaves. Et cette façon de représenter les tours d'échecs était typique de la Scandinavie à l'époque. Pour comprendre ça un peu mieux, il faut parler de la diffusion du jeu d'échecs jusqu'à ce qu'il atteigne l'Europe. Dans l'Europe médiévale, les échecs deviennent un jeu très populaire parmi l'élite aristocratique. Mais à l'époque, c'est un jeu assez nouveau. Comme vous le savez peut-être, les échecs se sont développés initialement en Inde, et les pièces à l'origine sont différentes. Ce qui deviendrait le fou est représenté par un éléphant, et la tour, c'est un char de guerre ancien. Depuis l'Inde, le jeu voyage vers l'ouest. Il se répand dans le monde islamique, où là aussi il rencontre un grand succès. Mais comme l'art figuratif est mal vu dans l'islam, les artisans musulmans, perses et arabes adoptent des formes abstraites, géométriques, pour les pièces qu'ils fabriquent. Des dômes, des pyramides, c'est la forme qui permet de distinguer les pièces.
Enfin, par les contacts avec le monde islamique, le jeu atteint l'Europe, où, à nouveau, il est transformé. La plupart des pièces en reviennent à une forme figurative. L'ancien éléphant devient le fou. Les rois, les reines et les cavaliers retrouvent une forme humaine ou animale, et le chariot indien devient une tour, mais pas partout. En Scandinavie, la pièce est représentée par un guerrier d'élite. Dans les pièces de l'île de Lewis, on voit ces guerriers représentés comme berserkers, c'est-à-dire dans un état de transe ou de furie guerrière. On le sait parce qu'ils mordent leur bouclier. D'ailleurs, si on commence à s'intéresser aux pièces en détail, il y a une foule de petits détails et d'informations qui apparaissent. Déjà, elles semblent toutes avoir été façonnées soit par la même personne, soit par un même atelier, où différents artisans auraient suivi le même style. Ensuite, les fabricants des pièces ne se prenaient pas trop au sérieux. Les yeux des personnages ou leurs attitudes comportent des touches d'humour, de comédie. Le style est intentionnellement caricatural, d'une manière qui nous est compréhensible des siècles plus tard. Et avec ces éléments en tête, l'histoire de ces figurines commence à prendre forme. Elles viennent donc très probablement de Norvège, où elles ont été fabriquées en ivoire de morse, un matériau précieux et réservé à des produits de luxe à l'époque. Pour des objets plus ordinaires, le bois aurait été largement suffisant. Donc entre l'ivoire et le soin apporté aux petites sculptures, il est évident qu'il s'agissait d'objets haut de gamme, d'un jeu de grande valeur. Les pièces auraient pu appartenir à un collectionneur ou un marchand qui aurait traversé la mer du Nord et les aurait cachées sur l'île, ou à qui on les aurait volées près des côtes écossaises avant de les cacher. Mais personne ne serait ensuite jamais venu les rechercher. Comme on ne peut qu'imaginer l'histoire derrière, il est possible aussi que ces pièces n'aient pas toujours été sur l'île. Peut-être qu'elles y ont été cachées seulement quelques années ou quelques décennies avant leur découverte en 1831. Et qu'entre le XIIIe et le XIXe siècle, elles ont voyagé plus que ça. En tout cas, ces pièces sont comme une fenêtre extraordinaire sur le passé. Elles existent parce que le jeu d'échecs a été inventé à des milliers de kilomètres de là, en Inde, avant de voyager et de changer d'aspect pour atteindre la Scandinavie, où il a été adapté à la culture locale. Les pièces nous parlent aussi des sagas vikings. Les berserkers qui mordent leur bouclier, ça n'est pas une invention du sculpteur. C'est un détail qui est mentionné dans les sagas scandinaves. Au XIIe siècle, quand les pièces sont fabriquées, l'ère des Vikings est déjà révolue. La christianisation de la Scandinavie est bien avancée. Mais ce détail fait écho à des siècles de culture nordique, une culture et une mythologie qui étaient en train de tomber dans l'oubli au moment où les pièces ont été taillées. On sait qu'elles ne sont pas antérieures au XIIe siècle, justement à cause de certains détails. Les fous sont représentés sous forme d'évêques. La pièce s'appelle bishop en anglais, évêque. Et ces évêques portent une mitre, la coiffe des évêques. Or, les mitres de ces pièces sont typiques de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe. Elles n'auraient pas pu être représentées de cette manière avant. Les pièces d'échecs de Lewis ne sont pas les plus anciennes connues, mais elles sont de loin le groupe le plus complet. Parce qu'en fait, on n'a aucun jeu d'échecs complet datant du Moyen-Âge avec ses 32 pièces. Seulement des pièces isolées, celle de Lewis étant ce qui se rapproche le plus d'un jeu complet. Et c'est pour ça que ces figurines, avec leur forme très bien réalisée et leur parcours inconnu,
sont aussi une fenêtre ouverte sur l'artisanat médiéval. Elles sont exposées en majorité au British Museum, et il y en a aussi certaines à Édimbourg, au Musée national écossais. On peut les y voir, tout comme les autres objets dont je vous ai parlé ce soir. Les dodécaèdres sont présents dans différents musées européens. En France, il y en a un au Louvre, au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye ou au musée gallo-romain à Lyon. En Belgique, il y en a un à Liège. En Suisse, au musée romain d'Avenches, si vous avez envie d'aller les voir en vrai. Les boules de pierre taillées sont réparties entre différents musées britanniques et irlandais. Et enfin, les sphères du Costa Rica y sont toujours, sur le site de leur découverte pour les plus grandes et pour les plus petites au musée d'histoire nationale du Costa Rica. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. Si vous en avez envie, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Ou alors vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour une autre aventure. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.